C'est bon. Bonjour à tous, il est déjà 12h39. Nos journalistes, nos consoeurs et confrères sont là. Bonjour. Comment tu t'appelles déjà? Oh, ça fait longtemps qu'on ne s'est vu. Oh, c'est vrai. Nathalie, bonjour. Bonjour Danick, bonjour. À tous les téléspectateurs. Oui, bonjour. Je deviens Alzheimer, là, tu vois. Non, c'est des vacances, trop longues vacances. Trop longues vacances. Bonjour Marie-France, ça va? Bonjour Danick, oui. Bonjour à tous. Olivier est là. Bonjour. Et Daniel est là, incontournable. Merci. Bonjour. Alors, on parlera aujourd'hui, bon, bien sûr, il y a l'actualité. On parle un petit peu de l'actualité, la signature du BKQ, on me dit, à la préfecture. Oui, elle était là. Kolanta, la lecture, afin de promouvoir la lecture dans le cadre des journées nationales contre l'illettrisme à l'école Saturnin-Jason, on en parlera. Mais nos sujets aujourd'hui, dans le boucantage, on va commencer par la situation sociale. Alors, il y a eu une journée le 10 en France, une autre journée le 18. Ça n'a eu aucun impact en Guadeloupe, en Martinique, ça a eu un impact. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de syndicats en Guadeloupe ou quoi? Alors, non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a eu un impact, puisqu'il y a eu quand même des grévistes et des syndicats, à l'appel de 11 syndicats qui se sont déplacés sur la place de la mairie. C'était hier. Oui, c'était pas une manifestation, c'était une conférence de presse. C'était une conférence de presse, mais en fait, ça s'est transformé en conférence de presse. Bon, oui. Histoire de faire passer quand même un message. Oui. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de syndicats, mais il y a peut-être plus de confiance où les gens ne veulent plus, après avoir été tellement déçus, peut-être par 2009 et encore, ça fait quand même un moment. 15 ans, ils veulent plus, oui, mais ils veulent plus s'investir, ils veulent plus aller marcher dans la rue, ils se disent que ça sert à rien. Et vu la politique qui est menée du gouvernement, ils sont blasés et déçus. Donc c'est pour ça que les syndicats ne réagissent pas. Moi, je rajouterais quand même que, en fait, oui, mais tous les syndicats, hier, c'était plutôt une unité. Ils ont démontré que les syndicats, il y en avait une dizaine, ils étaient là. Donc ça, oui, ils existent quand même. Voilà, c'était une belle démonstration. Après, effectivement, il y avait quelques centaines de personnes. Donc ça, effectivement, là, c'était pas... Mais dans l'Hexagone, c'est la même chose. Je vais dire, hier, il y avait 500 000 personnes, entre 500 000 et 1 million. Mais je veux dire, c'est pas non plus extraordinaire. 10% des salariés sont syndiqués en ce moment en France. Donc 10%. Voilà. Donc c'est... Alors, il y avait du monde dans les rues, mais on peut pas dire que c'était un raz-de-marée. Oui. Et moi, ce que je voudrais juste rajouter, c'est que finalement, nos députés guadeloupéens, ils ont effectivement, ils n'ont pas voté la confiance au gouvernement Bayrou, mais en même temps, ça veut dire que tout ce qui était en marche, en fait, ça a mis court à tout ça. Donc aujourd'hui, tout le monde est en train de s'affoler un peu en se disant, il y avait des promesses, elles seront peut-être pas tenues, mais j'allais dire, nos élus, les premiers, ont coupé court à tout ça. Donc aujourd'hui, après, on se retrouve dans la rue parce qu'on a peur de ne pas avoir ce qu'on nous a promis. Mais voilà, il y a une ambiguïté. Enfin, je veux dire, c'est pas logique. Ton avis, Olivier? Alors, pour les syndicats en Guadeloupe, il y a toujours cette dissociation entre les actions au niveau hexagonal et les actions au niveau local. C'est vrai que la mobilisation dans toute la France, enfin l'engagement syndical dans toute la France est en baisse parce qu'il y a des réalités sociales, économiques. Il y a aussi une certaine distanciation de tout ce qui est représentativité avec les politiques, avec les syndicats. Oui. Alors, on n'a pas notre amie de la Martinique aujourd'hui, Nathalie, elle était la semaine dernière. Mais Daniel, c'est ton sentiment qu'il y a une baisse de la mobilisation syndicale? Parce qu'il faut voir la vie chère en Martinique. Il y a eu beaucoup de manifestations. En Guadeloupe, ça a eu pratiquement aucun impact. Alors, je ne sais pas si c'est uniquement une baisse de la mobilisation syndicale. Je pense que nos sociétés ont connu un tournant depuis peut-être 2-3 ans, peut-être après le Covid, il faudrait peut-être l'analyser d'un point de vue sociologique, et que les gens sont davantage tournés vers l'individualisme, je pense, depuis ces 2-3 dernières années. Ouais. Les gens aspirent, j'ai le sentiment en tout cas, à un mode de vie un peu différent. Le bien-être est encore plus que davantage par le passé au cœur des préoccupations des citoyens. Et je pense que même s'il y a toujours ce problème de filiation entre des centrales syndicales qui existent localement en Guadeloupe avec des centrales dites nationales au niveau français en tout cas, il n'y a pas forcément une mobilisation de masse. On a connu des mobilisations de masse en 2009, des éruptions également en 2021-2022. Ouais. Je pense que les gens se focalisent davantage maintenant sur des mobilisations à petite échelle, à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle d'une institution, plus que de croire au grand soir d'une mobilisation massive dans les rues de la Guadeloupe.
Parce que j'ai comme le sentiment quand même que les citoyens sont plus mobilisés aujourd'hui sur les problèmes de l'eau. Je vois qu'il y a beaucoup d'organisations, d'associations qui se créent pour porter plainte pour les problèmes de l'eau. Il y a une mobilisation, oui, de justice quelque part. Les gens se regroupent dans des collectifs parce qu'ils estiment qu'ils vont peut-être porter mieux leur message, ou en tout cas leur plainte par rapport à l'eau, puisqu'ils sont exaspérés. Mais donc là, ils font appel à... Exaspérés ou désespérés? Ils sont exaspérés. Pas encore désespérés, je pense. On parlait de l'eau tout à l'heure. Mais en même temps, ils se regroupent, ils montent des collectifs, ils prennent des avocats, ils ne sont pas ni dans la rue ni rien, mais là, par contre, ils pensent que s'ils passent par la voie de la justice, ils auront gain de cause. Tu parlais tout à l'heure aussi de la Martinique, la manifestation, mais parce qu'ils sont déjà ils sont lancés depuis cette histoire de vie chère, les problèmes du AirPrac, mais voilà, donc c'est pour ça qu'il y a peut-être cette image où ça a plus mobilisé qu'en Guadeloupe, mais je pense que chez les enseignants, par exemple, chez les pharmaciens... Hier, la grève enseignante, ça n'a pas beaucoup fonctionné en Guadeloupe. Il y avait quelques écoles fermées, alors ils n'étaient peut-être pas dans la rue, ils sont restés peut-être à la maison, mais enfin je vais te dire, il y y avait quelques écoles fermées. Oui, il y en avait quand même. Les pharmacies aussi ont bien les pharmacies. Les pharmacies sont notre problème, ça. Les pharmacies étaient fermées en Guadeloupe parce que, on ferme de plus en plus de pharmacies en France parce qu'ils n'ont pas les moyens de subsister. Et si ça arrive en Guadeloupe, parce qu'il faut savoir que déjà, dans certaines îles du Sud, il n'y a pas de pharmacie. Marie-Galante, il y a une, mais à Désirade, il n'y en a pas. Il y en a une à la Désirade, parce que d'ailleurs, heureusement qu'il y a une pharmacie, puisqu'il n'y a pas de médecin tous les jours à la Désirade. Ça fait quelques temps, ça fait quelques années, puisque déjà l'ancienne pharmacienne est décédée des suites de couches, et elle a été, son officine a été rachetée. Mais surtout, heureusement que le pharmacien de la Désirade est là, puisqu'il y a des vidéoconsultations de chez lui, et c'est lui qui alerte quand il y a un souci. Oui. C'est au point de vue de la médecine, c'est autre chose. Alors, globalement, ça veut dire la recherche du bien-être, disait Daniel, ça veut dire que les Guadeloupéens sont dans le bien-être, tout va bien? Non, mais c'est qu'ils cherchent. Non, mais ça, c'est ils sont à la recherche nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, effectivement, je suis d'accord avec Daniel, aujourd'hui, les gens, et les chiffres de l'INSEE le montrent, cherchent plus leur propre confort, une qualité de vie. Peut-être aussi parce qu'ils ont peur du lendemain. Donc, en fait, ça se voit ne serait-ce qu'au nombre de voitures, par exemple, achetées. Les gens, aujourd'hui, le budget voiture, avant, il y avait plus de voitures neuves. Aujourd'hui, les Français se ressentent sur la voiture d'occasion parce que la différence, ce qu'ils dépensent pas dans une voiture neuve, c'est pour eux. En fait, les parcs de loisirs, que ce soit le Futuroscope, tout un tas de parcs en France, cette année, ils ont fait carton plein. Je veux dire, on sent que les Français, ils ont envie de se détendre, ils ont envie de sortir, ils ont envie de... Et tu ressens ça en Guadeloupe aussi? J'ai l'impression, oui. Moi, j'habite dans une station balnéaire à Saint-François. Et non, mais ce que je veux dire, c'est que juillet-août, en fait, la marina était pleine. Il y a du monde. Alors, je ne sais pas si tous les restaurateurs qui m'écoutent seraient d'accord. C'est vrai que le vendredi, en fait, la semaine, la marina du Gousier toujours fait... Tous les jours. Donc, je pense que oui. Je pense ça aussi parce que j'ai l'impression que les gens se disent... Comme je ne sais pas quand est-ce que je vais partir, alors j'en profite et je brûle. Ouais. Je brûle l'argent, je brûle ma vie. Voilà. Ils comptent pas, ils sont individualistes et one life. Enfin, si on transfère ça sous le plan politique, ça veut dire que aux prochaines élections municipales, les gens seront dans l'individualisme aussi. Oui, je pense. Oui. Ou alors il faut recréer la confiance, il faut recréer de l'espoir. Moi, c'est ça. Je me dis, dans cette rentrée, c'est ça que j'ai envie d'entendre. Recréer de l'espoir, faire de la pédagogie syndicale pour dire aux gens, il est nécessaire de se syndiquer, parce que c'est pas quand vous aurez un souci qu'on va vous défendre comme ça au pied levé. Il faut aussi réexpliquer aux gens l'importance des choses, oui. Mais on a un Zorro syndical en Guadeloupe, tu connais? Varro Varro dénonce des choses, non, mais il faut quand même expliquer aux gens. Il faut, je crois en ça. Ouais. Il faut aussi dire que aujourd'hui, la revendication passe par les réseaux sociaux. On revendique pour soi sur les réseaux sociaux, on dénonce sur les réseaux sociaux, mais on ne se mobilise pas dans les rues ou à de très rares exceptions lorsqu'on est confronté à des coupures d'eau, des coupures d'électricité. Mais pour le reste, pour ce qui concerne le commun, le vivre ensemble global, donc ça ne mobilise plus en tout cas. Bon, mais ça veut dire que le mode de vie en Guadeloupe se détériore quand même. Non, il change. Je ne sais pas si ça se détériore, mais ça change, ça évolue. Oui, ça change. Mais ça va dans quel sens alors? Je ne comprends pas. C'est ce que j'essaie de comprendre. Mais il va dans le sens où le monde va, où la société évolue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais c'est vrai, regarde
en fait, quand on parlait de l'argent dépensé, alors peut-être pas à tout craint, mais l'argent dépensé, pourquoi? Parce que les gens se disent, on va capitaliser sur quoi? Je veux dire, il n'y a plus grand-chose qui rapporte beaucoup, donc pourquoi ne pas dépenser l'argent en sachant que, bon, on ne sait pas si demain on va pas venir ponctionner directement sur notre compte en banque. Enfin, oui, ça c'est prévu. Ça. Non, mais justement, non, mais en fait, les gens, ce sont que des interrogations. Oui. Donc après, ils ont les comportements adéquats en fonction si tu es inquiet, si tu es... Et je pense que c'est ça aussi. Alors, l'autre problématique qui est récurrente, mais qui n'a pas l'air de se régler malgré la visite d'un ministre de l'Intérieur, c'est le problème de la violence. Encore et encore. Chaque semaine, on en parle. La Martinique est en train de nous rattraper. Ils sont en 26 morts. On n'est pas en concurrence non plus, Dany. Qui nous rattrape. On n'est pas en concurrence. Oui, c'est vrai. Nous, par exemple, dans le journal, dans votre quotidien préféré, tous les jours en correctionnel, il y a des affaires de violence conjugale, violence par arme, braquage à Vieux Habitants, par exemple. On sort d'un restaurant, la plage Simao, quand même, on sort, il y a une dizaine de jeunes, dont 4 mineurs ont été arrêtés sur les 6. Oui, il y a cette violence, mais... pareil, j'ai envie de garder espoir parce que, regardez, on vit quand même dans ce pays-là. Je vis depuis plus de 50 ans dans ce pays et je suis encore vivante. Donc ça veut dire qu'on peut trouver des solutions, on peut faire quelque chose. Pareil, on doit recommencer la pédagogie. Est-ce que tu pourras sortir le soir avec tes bijoux à Pointe-à-Pitre après 22h? Non, mais je n'ai plus envie de ça non plus. Parce que je sais à quoi m'attendre. Regardez ce jeune cet homme du gros cas, voilà, qui sortait avec tous ses gros bijoux en or. Voilà, il pensait qu'il était invincible. Non, ça fait un certain temps qu'on parle de rachat d'or, que le cours de l'or a augmenté, qu'on arrache la moindre chaîne de naissance des petits qui sortent du collège de Pointe-à-Pitre. J'ai pas envie de provoquer les gens non plus. Alors, il y a ça, puis je pense aussi qu'il y a un phénomène qui est assez nouveau ces dernières années, c'est notamment le blanchiment d'argent en Guadeloupe. Parce que le procureur général, la semaine dernière, nous disait qu'en fait, il y a autant de cash qui circule en Guadeloupe plus que le PIB. 10,4 milliards de PIB, quand même. C'est incroyable, donc, voilà. Alors, quand il parle de cash, c'est bon, alors le blanchiment d'argent, beaucoup de commerces en Guadeloupe. Il me disait même des commerces qui ont pignon sur rue, des restaurants où on va souvent. Enfin, il dit, on peut même pas imaginer. Bon, évidemment, il y a la drogue, mais aussi, quand il parle de blanchiment, c'est aussi tout ce qui est travail illégal. Bien évidemment, alors il y a le petit job, c'est-à-dire le jardinier qui est payé normalement, mais il y a aussi... Il y a un rapport avec la violence quand même. Alors moi je pense que oui, parce que si tu veux tout cet argent, alors je parle pas des jobs, mais tout le reste, le blanchiment de l'argent, la drogue, etc., c'est quand même de l'argent facile. Et avant ça circulait pas autant. Donc aujourd'hui, en fait, je pense c'est le même phénomène que dans l'Hexagone. Il y a beaucoup de jeunes qui se disent, en fait, on va vendre de l'herbe, on va vendre. C'est pas la peine d'aller bosser, je vous fais vendre de l'herbe. Mais c'est ça. Mais pourquoi, voilà. Oui, mais sans penser aussi que ta vie ne tient qu'à un fil et que ça ne peut pas durer comme éternellement, comme les foires de Brive, comme on dit en France. Mais je pense pas que ce soit le... Et ils y pensent pas, ça. Non, en fait, je crois que c'est ça, surtout. Mais tu parlais tout à l'heure de politique, et on s'adresse à Daniel. Mais non, parce que Daniel est expert en la chose politique. Mais non, pour dire, tu disais que bon, il va y avoir des élections, c'est plus la peine. Non, je suis pas d'accord non plus. Non, j'ai pas dit faut pas la peine. J'ai dit est-ce que ça aura des conséquences, encore individualiste sur les élections, mais le problème de la violence. Alors, il y a 2 jours encore, on a encore pris de la drogue quelque part en Guadeloupe, en Martinique. Tous les jours. C'est pas tous les jours. Tous les jours, il y a eu 940 kilos il y a pas longtemps de cocaïne, mais il y a aussi un mec dans son plâtre qui avait mis 3 kilos un plâtre au pied. Tous les moyens sont bons pour faire passer de la drogue. Oui. On doit se satisfaire de ces saisies, mais on doit surtout s'inquiéter de ce qui n'est pas saisi. Oui, mais le problème qui se pose, c'est comment arrêter tout ça? C'est-à-dire qu'on est dans un cycle qui va en crescendo. Mais ce qu'il faut, c'est surtout donner déjà du matériel à ceux qui sont censés contrôler, parce que en fait, aussi bien les douaniers que les policiers t'expliquent que eux, en face, en face, ils sont super équipés. Ils ont déjà des drones sous-marins, ils ont déjà, tous les trafiquants. Et eux, en face, ils n'ont pas de quoi répondre et ils n'ont pas de personnel non plus. Donc, je veux dire, tout ça fait qu'on on joue pas à armes égales. Mais oui, mais Outaïou est venu, il a tout promis l'autre jour. Ben oui, mais c'est en cours, c'est en cours. Mais il a tout promis, on a dissolu il n'a pas tout promis. Mais regarde le grand port maritime, 3 fois plus, il y aura 3 fois plus de trafic. Est-ce qu'on aura 3 fois plus de douaniers? Certainement pas. Est-ce qu'on aura 3 fois plus de matériel? Certainement pas. Donc j'allais dire, c'est ça, proportionnellement, les trafiquants se disent, mais c'est parfait, continuons ainsi. Alors ça me permet de faire un petit focus rapide sur la politique française. On
On a toujours un Premier ministre, mais pas de ministre. Comment fonctionne le gouvernement en ce moment? Alors, le Premier ministre actuel, il ne forme pas de gouvernement. Il n'y a pas de... Il est en discussion. Il est en discussion. Oui, Il n'est même pas encore en discussion de création. Il est en discussion avec les syndicats. Avec les syndicats et les formations Et avec le politiques. PS. Avec certaines formations politiques. Oui, avec les formations politiques. On a dit on allez-y, mais très concrètement, c'est une période de transition. On a déjà vécu ça par le passé, c'est pas une nouveauté. Mais nous me semble quand même le Bérou, ça... Non, Bérou, ça avait pris moins de temps. Oui. Mais en l'occurrence, bon, il y avait le passage des mobilisations annoncées de cette semaine. Il n'était pas question, je présume, d'exposer des ministres nouvellement nommés à cette mobilisation. Donc on a attendu qu'elle passe. Il y a une autre mobilisation qui est annoncée. Donc on est dans un entre-deux. Mais en attendant, la France continue de fonctionner. Les ministres démissionnaires, mais sont toujours en poste. Donc le gouvernement fonctionne. Oui, bon, d'accord. C'est une période de stabilité. On gouverne, nous, d'une façon différente dorénavant en France dans l'instabilité. Oui, mais comment c'est reçu par la population, justement? Oui. Parce que les gens ne comprennent pas. Ils sont, voilà, on continue de gouverner, on continue les affaires courantes, des ministres démissionnaires, pas démissionnaires, ça veut dire que la France peut... Ils sont démissionnaires. Voilà, oui, ils sont démissionnaires. Donc la France peut continuer à être comme ça. On est dans une instabilité politique et quelles sont les conséquences pour nous? C'est pour ça que, est-ce que les gens... Voilà, mais les gens se disent, Yoka fait ayo, on nous fait en nous. Oui, mais ça participe aussi à une certaine volonté, une certaine conception de certains dirigeants politiques qui veulent une présidentialisation de la France, réduire le Parlement, en tout cas l'Assemblée et le Sénat, pour qu'il n'y ait que l'exécutif qui décide. Le fait qu'il y ait des ministres ou pas, il y a un Premier ministre qui essaie de gérer, qui veut gérer, mais c'est le combat entre le Parlement et l'exécutif qui est en train de se jouer, et à mon avis, le Parlement est en train de perdre. Parce que oui, mais aujourd'hui, c'est le pouvoir il est au Parlement. Parce que Macron, en ce moment, il est au plus bas, je crois qu'il a Emmanuel Macron, 16%. Il aura, qu'il soit aimé ou pas, marqué l'histoire, parce qu'il aura été le premier à faire de quinquennat depuis la mise en place du quinquennat. Et 5 ministres. Près 5 premiers ministres. Il aura traversé toute une série de crises, que ce soit les gilets jaunes, crise financière, le Covid, voilà. C'est pas une appréciation sur la personne du président de la République, mais concrètement, objectivement, politiquement, il aura duré. Contesté, extrêmement contesté, et contestable aussi à bien des endroits, mais il aura duré. Et ça explique le fait qu'en Guadeloupe, la classe politique est vraiment au calme, très apaisée en ce moment. Il n'y a pratiquement pas de contestation, tout va bien, on a l'impression. Je pense que c'est pas une question de contestation. On se recentre sur nous-mêmes. Oui. On se replie sur nous-mêmes parce qu'on se dit, pareil, la France qu'a fait taille, il y a la stabilité politique, ça monte, ça descend. Mais les gens travaillent quand même. Il y a des choses, il y a des problèmes en Guadeloupe. Tu as dit qu'on allait parler de l'eau. L'eau, ça fait 50 ans que ça dure. Mais je veux te dire, il y a des choses à régler aussi. Il y a des choses à régler pour l'école, donc les communes règlent, les sargasses, les personnes handicapées qui ont des soucis, le social. On a parlé de l'aide à l'enfance cette semaine. Il y a des choses à régler. Donc les politiques sont là pour régler aussi les affaires courantes. Donc ils travaillent. C'est pas parce qu'on les entend pas qu'ils ne travaillent pas. Ils ne font rien. Bon, alors, on va... est-ce que vous serez là dans 2 siècles? Non. Non, je pense pas. Tout dépend d'Elon Musk, peut-être. Oui. Ah, oui. Il y a une possibilité aujourd'hui de vieillir jusqu'à 150 ans. Ça existe aux États-Unis. Oui, mais 2 siècles, c'est non, puisque c'est 150 ans. Oui. Bon, alors, parce que l'eau, le problème de l'eau aujourd'hui, j'ai entendu Lurel dire qu'il faudrait arrêter carrément le SMAG. C'est ce qu'il a dit. Oui, il dit qu'il faut à un moment poser, changer les choses. Il a aussi mis en avant l'hypothèse de la régie qui est sur la table, qui est lancée depuis quelque temps. Et pour lui, le SMGEAG a vécu. Et on se pose la question, selon lui, de sa liquidation ou pas. Oui. C'est pas une question, je trouve, de structure. Oui. C'est une question de gestion. C'est une question de système, parce que la structure... un guichet unique, je trouve ça pas mal, mais c'est pas une question de structure. Je crois que c'est
c'est de la gestion. Et justement, et la comptabilité, par exemple, qui est en interne, ce serait une idée, peut-être pourquoi pas externaliser leur comptabilité, enfin trouver des solutions, des réponses sans pour ça, oui, anéantir la quand même structure. ce qu'il faut quand même. Il y a Non, mais l'administration. tout se fait en interne. Peut-être que le service comptabilité qui est hypersensible, on peut le confier à un organisme extérieur, indépendant, je sais pas, qui pourrait gérer autrement, sans aucun doute. Oui, mais le problème, il n'est pas seulement administratif, il est d'abord technique. Il est d'abord technique, un problème de l'eau. C'est-à-dire technique. Il faut revoir toutes les canalisations. Au fur et à mesure qu'on répare certaines canalisations, évidemment, quand l'eau arrive, celles qui sont déjà vétustes, ça se casse. La qualité de l'eau en plus. Oui, il y a la qualité de l'eau en plus. Mais on n'a pas de problème. On n'a pas de problème technique. On a des gens, des techniciens qui sont compétents normalement, recrutés, formés. Au SMGEAG, normalement. Et il y a des ingénieurs. Enfin, nous avons eu une rencontre. Ils sont surbookés, c'est ça, tu veux dire? Il y a trop de demandes? Je sais pas. Déjà, je me dis, c'est vrai que l'eau paie l'eau. Le fait de ne pas en avoir au robinet, les gens refusent de payer l'eau et c'est le chien qui se mord la queue. Si on n'a pas d'argent qui rentre pour le dépenser, pour réparer, mais si tu n'as pas d'eau, est-ce que tu peux payer quand tu n'as pas d'eau? Mais c'est ce que je te dis, le chien se mord la queue, mais on n'aura pas d'eau parce qu'on n'aura pas payé. Alors si on commençait par quelque chose. Mais en fait, je pense que effectivement, donc il y a les subventions, les 160 millions dans le PPI, le 160 millions de l'État, 35 millions, 150 millions à peu près. Ouais, 165, mais voilà, et 35 millions, enfin les collectivités. Mais après, on parle beaucoup de ça, mais après, effectivement, c'est les abonnés qui sont censés payer. Et là, en fait, on nous donnait des chiffres récemment. On nous disait que sur 100 abonnés, il y en a 36 qui reçoivent de l'eau. Chez eux, et sur les 36, il y en a 18 qui payent. Donc il est absolument impossible. Non mais alors après, la discussion c'est pas est-ce qu'il faut payer ou pas payer, puisqu'après on va parler du service non rendu, etc. Mais le problème, et donc cette même personne nous disait dans la Drôme, par exemple, qui est un département qui lui n'a pas d'eau, en fait il expliquait que en fait sur 100 foyers, t'en as 99 qui ont de l'eau au robinet et 99 qui payent. Et il y a, dans la Drôme, chaque année, il y a 10 millions qui sont investis pour entretenir les canalisations. Et donc il n'y a pas de problème, et il n'y a pas d'eau. Et donc conclusion. Il n'y a pas d'eau. Et bien, conclusion. Il faudrait commencer. On paye l'eau. L'argent qu'on va récolter, on va le prendre pour réparer ou pour avancer. Il faut une action citoyenne. Le président du conseil départemental a fait une tribune, enfin, tu es en courant, sur la question de l'eau, mais j'ai eu l'impression qu'il était tout seul à en parler. Non, Éric Jalton aussi. Jalton, lui, il veut carrément reprendre la main. Oui. Donc, alors, on a deux possibilités, je ne sais pas. Est-ce que le SMEAG, comme on l'appelle, moi je l'appelle le SMAC pour aller vite, va tenir la route? Jusqu'à quand? Moi, je pense qu'il ne faut pas prendre la question sous l'angle simplement de la structure, comme disait Nathalie. Le SMGEAG, c'est une structure qui a été créée, qui a été, on va le dire, imposée à la Guadeloupe par le truchement d'une loi. Sans une préfiguration suffisante, on a un système où... Parce qu'il faudrait, pour traiter la question de l'eau, il faut remonter 15-20 ans en avant, voir qu'il y avait à l'origine une multinationale qui était présente, qui est partie dans des conditions un peu complexes. Qu'on a payé. Qui a été payée aussi au moment de son départ, qui a une balkanisation de l'ensemble des compétences entre diverses entités sur le territoire de la Guadeloupe. Ça veut dire que l'expertise qu'il y avait, qui était au sein d'une seule structure, qui était la Générale des Eaux à l'époque, s'est retrouvée disséminée entre plusieurs structures. Après là, lorsqu'on impose le regroupement sur une seule entité, ce qui est une nécessité, mais qu'on le fait sans préparation, vous avez 6 modes de fonctionnement différents qui sont retrouvés du jour au lendemain sous une seule entité. Donc il y a des enjeux managériaux, des enjeux de ligne de commandement, des enjeux de fonctionnement. Vous avez l'enjeu des canalisations qui n'ont pas été entretenues pendant des années, le renouvellement qui n'a pas été suffisant. Vous avez l'enjeu de la qualité de l'eau aussi qui se pose. En fait, c'est un système qu'il faut rénover progressivement. Mais on ne peut pas le prendre que d'un seul bout. Il faut travailler simultanément en temps masqué. C'était effectivement l'objet de la tribune qu'a faite le président Losbar la semaine dernière, en disant qu'il faut à la fois travailler sur une exploitation qui soit mieux organisée, avec effectivement la possibilité de création d'une régie, créer aussi une structure qui soit spécialisée, dédiée aux investissements, avec des investissements qui doivent être plus importants chaque année, travailler aussi sur la résorption des fuites en parallèle, puisque c'est un sujet, mais travailler aussi sur le fait que les citoyens, les abonnés acceptent davantage de payer l'eau, mais pour qu'ils acceptent de payer l'eau, il faut qu'ils voient en face qu'il y a des avancées concrètes. Donc c'est en fait
un système complexe qu'il faut rénover, mais en le prenant dans sa complexité globale. Ouais. Et ça prendra 2 siècles. Très sincèrement, je pense qu'on est plus près de l'amélioration que de la difficulté. Je pense que dans les 2-3 ans à venir, on va avoir des améliorations qui seront assez sensibles. Il y a très longtemps. Oui, mais pour vivre le sujet de l'intérieur, oui. Ce que je vois, il y a des choses qui sont extrêmement critiques. Et si on parle de la structure, il y a des situations qui sont critiques. Mais si on parle du système, globalement, avec les investissements des collectivités, de l'État, et puis bien sûr la résilience de la population guadeloupéenne, on voit de plus en plus de travaux se réaliser. Oui. Et progressivement, on aura des améliorations. Ok, on prend la première pause. Il est 13h04. On se retrouve tout à l'heure. On va parler de tourisme, de la Riviera, où la situation est un petit peu particulière. J'ai fait un article là-dessus. J'ai fait une petite enquête. Vraiment, c'est particulier. Puis on parlera de Gaza. Mais oui, parce que je vous rappelle que le président Macron sera le 22 à la tribune de l'ONU avec le drapeau palestinien pour l'État. Donc on en parle dans un instant. Le temps de prendre une petite pause. Et un petit mot aussi sur le CAC tout à l'heure. Oui. CAC 40 oui.